pardon, ce sont les matériaux que je vais utiliser pour transmettre des émotions, des sensations. Il n'y a plus de sujet. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on commence par cette œuvre. Je me retire un petit peu, je me remettrai pour pouvoir... vous voyez que l'image, là? J'ai un doute. Contenu uniquement, je pense que oui. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Oui, 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 Vous oui, voyez oui, que je vous l'image écoute. ou vous voyez que la peinture ou vous me voyez aussi? on voit les deux pour Bon, le on moment. vous voit dans les petits carrés au coin et on voit l'image aussi, la Ah bah peinture. super, eh ben c'est une nouveauté alors. Eh ben super. Ok. Bon Oui, bah alors du bonjour. coup, voilà une belle peinture rupestre. Vous l'avez en grand, hein, j'espère. Une belle peinture rupestre et puis bah, on parle de ça, hein. On parle des hommes du Paléolithique qui vont finalement tenter bah, de représenter les éléments qui sont autour d'eux, donc notamment des chevaux. Il y a la représentation d'un petit cheval qui existait à l'époque du Paléolithique qui s'appelait le Przewalski, tout petit cheval qui n'existe plus maintenant et différents animaux qu'ils étaient amenés à chasser, etc. Alors, on n'a pas toujours, on n'a pas encore résolu tous les mystères de ces peintures rupestres, mais en tout cas, ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dimension esthétique et sensible très importante. Il y a aussi une dimension graphique, puisque bah, il y avait déjà ce phénomène de mouvement, de superposition, de répétition. Hein, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une dynamique, d'un rythme qui était déjà en place dans ces peintures rupestres. Il y avait cette idée aussi du support mural et du fait que ces hommes utiliser la paroi de la grotte pour pouvoir représenter ces animaux et les endroits qui étaient bombés de la grotte, ils représentaient bah, des endroits aussi plutôt en relief de l'animal, notamment par exemple le ventre, et puis des endroits qui étaient plutôt creux, ils allaient utiliser ces endroits creux pour aussi représenter des endroits qui étaient moins en relief de l'animal. Donc, il y avait déjà ces appréhensions-là au niveau du support mural et également avec les matériaux utilisés, puisqu'on sait que les matériaux qui étaient utilisés, c'était du charbon qui était trouvé sur place, de l'ocre, hein, donc vous savez, la roche, la craie, hein, euh, et qui permettait d'avoir ces tons noirs, ces tons orangés, du sang parfois également, des matériaux qui étaient donc naturels, végétaux parfois également, qui permettaient d'avoir cet effet de matière et d'avoir ce rendu esthétique bah, extrêmement sensible et extrêmement intéressant. Donc c'est toujours intéressant de commencer par cette œuvre qui, au niveau des matériaux, me semble intéressante et qui me semble intéressante aussi parce que bah, on continue à utiliser le fusain pour dessiner, notamment on l'utilise beaucoup dans les écoles d'art pour, par exemple, dessiner des modèles quand on a un modèle devant nous et ce n'est ni plus ni moins que des petits bâtonnets de charbon. Donc, on est à peu près 30 000 ans avant Jésus-Christ sur cette peinture-là. Donc, vous voyez, le temps a passé et finalement, les outils persistent et restent. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des effets de volume, des effets graphiques avec des éléments qui sont plutôt vibrants sur nos dessins qui sont intéressants dans la matière du charbon. Donc, on commence dans le vif du sujet. On est toujours dans l'introduction, donc je vous montre une œuvre de Toulouse-Lautrec. Alors, voilà, une œuvre du 19e siècle, hein, Lautrec. Et c'est vrai que là, on est dans une œuvre, je vous la montre parce que fin 19e siècle, parce que elle me semble intéressante dans cette idée de matière et de matériaux, c'est-à-dire qu'on a donc c'est un dessin, hein, presque un dessin préparatoire, un croquis, et finalement ce croquis, euh, mince,
il va être considéré comme une œuvre d'art aujourd'hui. C'est-à-dire que au départ, il a été fait Toulouse-Lautrec. Il faut savoir qu'il peignait essentiellement sur du carton, même ses œuvres finales. Il aimait bien peindre sur du carton, donc à l'huile, avec de la peinture à l'huile. C'est vrai que c'est agréable pour avoir essayé. C'est très agréable de peindre à l'huile sur du carton. Je trouve que la texture du carton est intéressante et elle donne tout de suite peut-être un rendu mat qui me semble intéressant. Et ce qui est intéressant aussi et qu'on verra tout au long de cette conférence, c'est qu'il y a d'ores et déjà cette notion de fini et d'infini. C'est-à-dire qu'on a, donc on voit nettement cette silhouette qui est hachurée et qui va donner un rendu intéressant graphique. Et puis on a derrière cette danseuse qu'on appelait la Goulue à l'époque, donc dans les cabarets parisiens fin 19e, début 20e, et qui est à peine esquissée. C'est-à-dire qu'on voit clairement le visage et les épaules. Et puis on voit simplement cette robe qui est très esquissée. Il y a très peu de lignes et qui va quand même nous donner cette sensation de mouvement de cette danseuse et avec les spectateurs qui sont simplement des silhouettes noircies avec des stries voilà, pour montrer finalement cette ambiance un petit peu de cabaret. Donc ça me semble intéressant dans l'idée de la matière et des matériaux, puisqu'on laisse vierge ce support cartonné, pour finalement contraster un petit peu plus, encore plus le dessin qui est dessus, et un petit peu comme le silence, vous savez, en musique, parce qu'on a eu la chance d'entendre la chorale de David en début de conférence. Et ben finalement, c'est un peu comme ce silence, c'est-à-dire que le fait finalement de ne pas tout remplir, c'est aussi important dans la pratique artistique. Bah, ça, ça accentue le dessin, ça accentue le trait, ça accentue le matériau. C'est-à-dire qu'on a cet élément-là de vierge du support qui va finalement dialoguer avec les éléments qui sont pleins et qui vont nous permettre finalement d'avoir un véritable équilibre. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important à retenir déjà et peut-être à mettre en pratique. Hein, je vous rappelle hein, voilà, de ne pas hésiter à faire des croquis. Celui-là, c'est vrai, moi, je ne vous l'ai pas envoyé, je l'ai fait en croquis tout à l'heure. Il est sympa à faire en croquis parce que c'est vrai que cette silhouette en premier plan, elle est vraiment intéressante de profil à faire en croquis avec ces éléments ensuite assez simples à faire en plus. Et il y a une véritable aussi, il y a un rythme, hein, il y a un rythme entre ce personnage assez statique, assez sérieux et cette danseuse qui s'agite en arrière-plan. Donc voilà, le support vierge, c'est quelque chose qu'on va voir aussi à partir de l'époque moderne, hein, début de 20e, laisser la toile, des morceaux de toile vierge, utiliser le support en tant que tel, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant tout au long du 20e siècle et évidemment après. On continue avec Yves Klein. Alors, on rentre dans le vif du sujet hein, quand même là. Donc, Yves Klein, vous connaissez certainement ses anthropométries. Yves Klein qui avait utilisé ces femmes pinceaux pour pouvoir peindre une toile, donc il l'utilisait comme outil. Yves Klein aussi qui a exposé en 1957 un bac plein de pigments bleus qu'il a breveté, qu'il a appelé le IKB. Donc c'est quelque chose qui est propre à Yves Klein, c'est-à-dire l'invention de son propre bleu, mais aussi cette idée que de sortir du sujet, de sortir du référent et d'aller expérimenter. Là, en l'occurrence, c'était un monochrome, mais ça peut être un espace comme ici, un espace vide, et d'aller tenter de dialoguer avec cet espace ou simplement deux rideaux, avec cette idée de draper, sont sur ce mur qui est poreux. Hein. Vous voyez, on voit les surfaces poreuses du mur. Et l'idée, c'est vraiment de tenter, à travers ce minimalisme de matériaux, puisque l'espace est complètement démuni, de tenter de créer un dialogue entre le spectateur et l'œuvre. On est vraiment justement dans cette idée où on va commencer à mettre
en questionnement cette idée de présentation de l'œuvre, de réception de l'œuvre également. C'est-à-dire, on n'est plus seulement dans le spectateur passif face à une œuvre, face à une peinture qui est finalement sur un rapport de longueur et largeur. On est dans une idée que le spectateur peut être en immersion dans une œuvre et peut être également complètement actif vis-à-vis de cette œuvre et peut interagir avec cette œuvre. On est vraiment dans cette mouvance-là de la présentation et de la réception de l'œuvre, ce qu'on retrouve évidemment dans le programme du baccalauréat art plastique et bien après en école d'art. Voilà, et pour finir cette petite introduction avec ces tatouages d'un artiste qui s'appelle Verna. Donc, on est aussi toujours dans la matière et les matériaux en introduction, mais dans l'idée de support, du corps comme support, c'est-à-dire que ce n'est plus la toile. On est dans le body painting également, hein, ce n'est plus la toile qui fait office de support, mais c'est bien le corps, la peau, qui fait office de toile, qui fait office de papier et qui est finalement recouverte de motifs divers et variés et qui va permettre de créer l'œuvre, de transcender une œuvre. Et toujours dans cette idée de matériaux, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ousmane Sow et qui voilà, crée ce type de sculpture avec des matériaux hétéroclite, on pourrait dire, puisqu'il y a de l'argile, il y a du grillage, il y a des chiffons, il mélange ça avec de la colle. Il a vraiment, voilà, il a réussi au fur et à mesure. Alors, il est décédé hein, il y a quelques années. Il était sénégalais, donc mais il a vécu beaucoup en France. Il y a un musée qui est en train de se faire au Sénégal, à Dakar, en son hommage. Et il faisait des sculptures taille 1. Alors lui, c'est rigolo parce qu'il disait quand il était plus jeune, il faisait des toutes petites sculptures en pensant qu'il allait faire de l'animation. Et puis voilà, c'est quelqu'un de très intuitif. Et puis un jour, il a commencé à trouver, à faire des ossatures métalliques avec des fers à béton qu'il récupérait, qu'il soudait. Et puis, il a commencé à les recouvrir de paille, à les ficeler avec de la véritable ficelle, à les recouvrir aussi de bandes de jute, vous savez, les toiles de sac à patates. Il a enduit également, puis il a fini par faire vraiment aller voir son travail, des sculptures plus grandes que taille 1, avec parfois, il a reconstitué des scènes, notamment des scènes euh, qu'on retrouve aux États-Unis, des scènes d'Indiens, de tribus qui sont vraiment bluffantes, avec des chevaux qui sont au sol, vraiment extrêmement précises, donc avec ces effets de matière qu'on retrouve, voilà, on les voit bien là hein, sur la photographie. Donc c'est quelqu'un qui est intéressant dans ce travail de la matière et dans cette idée de révéler la matière à travers la matière qu'on retrouve notamment dans de la récupération, par exemple, ou en extérieur. Alors, questionnement, problématique, puisque c'est toujours le but des arts plastiques, hein, c'est de pouvoir se questionner pour questionner finalement les œuvres, mais aussi pour faire écho à notre pratique artistique en tant que plasticien. En quoi la présence matérielle d'une œuvre est-elle indispensable à la compréhension de ses enjeux potentiels? Alors, je ne sais pas s'il y a Roy qui veut répondre peut-être à cette question, un peu compliquée, mais bon, qu'on va voir au fur et à mesure. Parce qu'il y a des éléments de réponse. Bon, Roy, il doit avoir pas mal d'éléments de réponse parce que c'est des choses qu'il a déjà appréhendées, qu'il a déjà vues. Peut-être David aussi dans sa pratique. Alors, un début de réponse. L'œuvre doit se comprendre dans sa totalité pour appréhender ce qui est réellement donné à voir par l'artiste. On en a, je crois, déjà parlé. Je vous ai envoyé d'ailleurs une méthodologie pour analyser une œuvre. On en parle également.
sur Teams à reprendre, à revoir, à relire. C'est-à-dire que une œuvre, pour la comprendre, mais de même que vos productions, il faut comprendre le contexte, c'est-à-dire l'époque dans laquelle on l'a fait, cette œuvre. Une production que fait David en 2023 au Congo n'a pas le même écho, la même résonance qu'une œuvre à la Renaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis ensuite, aller en effet regarder quel outil l'artiste a utilisé. On a vu lors de la deuxième conférence, dans le cadre de la non-figuration vers l'abstraction des œuvres de Hans Hartung, par exemple, qui a sublimé le geste du peintre, qui s'est éloigné du référent et qui utilisait des outils non traditionnels. Donc l'idée, c'est aussi ça quand on appréhende l'outil, les outils qu'utilise par exemple l'artiste, les matériaux qu'utilise l'artiste comme Ousmane Sow, c'est-à-dire de la terre, de la paille, des bouts de chiffon, etc. On va certainement avoir une sensibilité beaucoup plus précise sur l'œuvre elle-même et sur l'artiste également, sur sa façon de travailler, sur le message qu'il a envie de nous donner. Il y a une dimension très philosophique dans le travail d'Ousmane Sow, dans cette idée d'aller justement, de travailler en extérieur, d'aller récupérer des matériaux, de travailler avec des matériaux qui donnent parfois cet aspect de la peau, avec ces chiffons qui sont collés. Il y a quelque chose de très humaniste dans son travail. Donc ça, c'est quelque chose qui répond déjà à cette question-là. Allez regarder les outils de l'artiste, regardez comment il travaille. Est-ce qu'il travaille debout? Est-ce qu'il est plutôt assis? Est-ce qu'il danse comme Pollock le faisait dans ses draping, grand artiste américain de l'expressionnisme abstrait? Donc c'est important de savoir quelle était l'attitude du peintre et quel matériau il utilisait, quel format également. Ça va nous... Et puis ça nous interroge, ça nous permet d'enrichir toujours et encore notre culture artistique et toujours et encore, je le répète, de faire écho à notre pratique et de développer notre pratique, de sortir de parfois notre zone de confort. Quand on travaille toujours petit, d'essayer de travailler plus grand, par exemple. Quand on utilise toujours les mêmes matériaux ou quand on peint toujours avec des pinceaux, peut-être essayer de peindre avec les mains, avec les doigts ou avec des objets qu'on va fabriquer. Donc ça, ce sont des éléments qui sont intéressants. Alors, cette œuvre, Le serpent d'océan, qui est une œuvre qui a une vraie présence matérielle et qui est dans une espèce de... Je vais voir si je peux éteindre le son peut-être. On verra que l'image. Je ne sais pas si elle bouge pour vous. Donc, qui est une œuvre à côté de Nantes, une sculpture dans in situ. C'est comme le naufrage d'un monstre. On a presque l'impression que qu'on retrouverait ça, que ce serait des archéologues qui auraient retrouvé ce squelette lors de fouilles. Non, c'est bien une sculpture d'un artiste qui s'appelle Le serpent d'océan de Yang Ping, donc contemporaine, puisqu'elle date de 2012. On voit clairement les vertèbres. On a le sentiment qu'elle fait référence à une architecture. On voit évidemment clairement l'image du serpent comme un symbole qui serait un symbole d'une éventuellement mythologie. On sait que dans la mythologie asiatique, le serpent est très présent dans cette idée justement de développement, d'ascension, mais peut-être également de fini et d'infini. Il y a cette idée de relier l'Orient et l'Occident dans cette œuvre, et le fleuve et la mer, puisqu'on est sur un bras de fleuve qui rejoint l'océan Atlantique de l'autre côté du pont. L'idée de le pourquoi, je vais dire, de cette œuvre, c'est son matériau, évidemment. Elle est faite en aluminium. C'est une création qui est pérenne, qui est destinée à résister dans le temps, parce que justement, elle est faite d'aluminium.
On sait que c'est un matériau qui est extrêmement résistant. Et l'idée, c'est elle se transforme selon évidemment les marées qui vont et qui viennent au fur et à mesure des journées et des semaines, hein, puisqu'on a 2 marées par jour. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation de la matière, d'un rapport au temps et d'un rapport au temps dans la patine du matériau. Parce que vous imaginez qu'au fur et à mesure, là, c'est une photo de l'époque, hein, de 2012. Allez voir peut-être aujourd'hui à quoi elle ressemble. Ça peut être intéressant de voir que les algues se collent, les crustacés également se collent sur ce squelette, c'est-à-dire qu'elle vit complètement avec la nature et la nature la transforme, l'eau la transforme. Donc elle se patine, elle se développe, elle vit finalement. C'est une œuvre vivante telle que nous, les êtres humains. Il y a un véritable rapport à la vanité et donc à la vie et à la mort. Et ça me semble intéressant dans cette idée de matériaux, d'utiliser le matériau pérenne, mais matériau qui va se transformer au fur et à mesure du temps qui passe, qui va s'éroder, qui va avoir tendance, même si l'aluminium quand même, voilà, ça résiste, qui va tendance quand même voilà, à se modifier avec le temps, mais en tout cas, à avoir des éléments qui vont se coller au fur et à mesure du temps et des éléments qui seront plutôt végétaux. Donc, c'est intéressant d'avoir cette sculpture et ce matériau qui se mêle à la vie et qui finalement qui en devient une véritable œuvre vivante. Dans Excusez-moi, l'expérimentation, pardon, oui, pardon. je tenais à ajouter dans le CNED aussi, on a beaucoup parlé de cette œuvre et le thème principal, c'était le monumental. Oui, oui, c'est une œuvre Du qui est coup, monumentale. selon le CNED, puisque c'est dans le public aussi, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le voir Bravo. gratuitement, et ben, c'est qualifié comme un monument. Ouais, c'est vrai, c'est une œuvre monumentale. Et alors monumentale dans l'idée du monument qu'on peut aller regarder, en effet, parce que même si quand les marées montent, elle n'est pas recouverte entièrement, cette œuvre. Et c'est vrai que monument également par le gigantisme, elle est extrêmement importante, elle est très très longue et donc c'est vrai qu'il y a un gigantisme qui est très important et qui va aussi œuvrer comme monument. Merci pour l'intervention, Roy. N'hésitez pas à intervenir parce que évidemment on peut pas en 1 heure de temps, on voit pas mal d'œuvres, on peut pas tout dire. Alors, l'idée dans les matériaux, c'est copier, doubler, calquer, photocopier, photographier, filmer, refaire, répéter, multiplier, imprimer. Ce sont des éléments qui sont intéressants dans le cadre de la pratique et qui permettent finalement, à travers des matériaux, finalement de développer sa pratique, de comprendre aussi la pratique d'autres artistes et puis d'être capable de préciser des opérations plastiques à travers des verbes. D'accord, copier, calquer, etc. Oui, vous me dites si je vais un peu vite, hein. Alors, autre œuvre qui est vraiment, vraiment intéressante dans cette idée des matériaux, Rauschenberg, Robert de son prénom, du milieu du XXe. Cette œuvre, elle est faite de terre et de moisissures. Donc, on est vraiment dans la matière, dans la matérialité aussi, hein, puisqu'elle est faite de matière, mais elle représente une matérialité également au même titre que le serpent d'océan qui va avoir tendance à se transformer, à se métamorphoser, hein, puisqu'on sait que la moisissure se développe, change de couleur également. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, toujours dans cette idée d'œuvre vivante. On verra que c'est un petit peu le fil conducteur de cette conférence aujourd'hui. C'est l'œuvre vivante. Hein, il est intéressant toujours de prendre un axe. Il y a beaucoup de notions dans les œuvres d'art qui sont parfois différentes, qui parfois s'opposent. Et voilà, le fil conducteur, aujourd'hui, on est dans ce fil conducteur de l'œuvre vivante, de l'œuvre qui se développe, qui se métamorphose, etc. Si vous avez envie d'ajouter des notions qui,
alors qui ne sont pas forcément liés à l'œuvre vivante, puisque c'est mon axe de travail aujourd'hui, intervenez évidemment, hein, n'hésitez pas. Donc, ici, on est dans une œuvre périssable, contrairement au serpent d'océan, et on pourrait dire même éphémère, qui ne durera pas, c'est-à-dire qui n'est pas durable et qui va se conserver difficilement à l'état naturel. Vous comprendrez pourquoi, vu qu'elle est faite de terre et de moisissure. On est toujours dans un rapport au temps. On verra, hein, et c'est cette idée de cet axe finalement et de ce fil conducteur de cette conférence, l'œuvre vivante, que quand on parle finalement de cette idée d'œuvre vivante, de sculpture vivante, de tableau vivant, il y a un rapport au temps, il y a une véritable dimension temporelle. Et ça me semble intéressant, outre le fait que le temps est une notion importante en art plastique. Mais en tout cas, il y a cette idée de process. Et quand il y a une idée de process, de processus, il y a cette temporalité qui est de fait, hein, puisqu'on a une étape 1 pour arriver à une étape X. Et entre cette étape 1 et cette dernière étape X, il y a plusieurs étapes qui se mettent en place. Donc, il y a ce rythme de temps, ce passage du temps qui génère cette œuvre. Donc, voilà ce qui me semblait intéressant dans cette œuvre de Rauschenberg, outre le fait qu'il y a une vraie dimension esthétique, hein, dans ces moisissures. Si on ne savait pas forcément que c'était des moisissures, alors peut-être après, quand on le sait, ça nous donne une autre sensibilité, peut-être quelque chose de l'ordre du dégoût. Bon, ce qui n'est pas mon cas, mais il y a une véritable, on voit qu'il y a des creux, c'est poreux, c'est un peu granuleux d'ailleurs. Ces bleutés qui sont liés à la moisissure sont plutôt intéressants, hein, dans le coloris du bleuté. Il y a la complémentaire, il y a des orangés qui vont faire office de complémentaire, il y a des craquelures qui vont aussi nous donner une sensation comme ça de peut-être de brisure, en tout cas de quelque chose de très sensible dans une émotion de vie peut-être fragile, de fragilité de la vie à travers ces matériaux de moisissure, en tout cas d'une vie qui n'est pas pérenne, qui va se terminer, qui va à un moment donné s'effacer, disparaître après un long processus. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant dans l'utilisation de matière, et plutôt pas intéressant, hein. On est au milieu du 20e siècle, donc on est dans quelque chose qui est assez avant-gardiste pour le milieu du 20e. La matérialité d'une œuvre détermine sa perception. En tout cas, elles nous font percevoir, elle nous fait percevoir la matérialité de l'œuvre quelque chose de différent. En tout cas, elle nous met dans une dimension sensible complètement différente, hein, cette matérialité. C'est-à-dire que dans cette vibration-là, dans ces craquelures, dans ces fissures, on a en effet une perception qui va certainement nous émouvoir dans une dimension philosophique d'une vie peut-être fragile, éphémère, quelque chose qui va nous questionner sur notre propre condition de vie en tant qu'être humain. Même chose dans vraiment quelque chose qui est de la matérialité exacerbée chez Michel Blasi, qui travaille vraiment dans cette dimension-là, hein, avec une expérimentation de la matérialité qui relève du sensible et de l'intelligible, avec des dimensions symboliques, mais aussi parfois poétiques, voire technologiques, ou même parfois politiques. On a donc ce sont des pâtes de soja qui sont colorées avec des colorants alimentaires, qui créent comme ça cette œuvre très étrange, qui nous semble presque, c'est une sculpture, hein, mais ça semble être, on a l'impression qu'il y a du mouvement, que les éléments comme ça fondent et se liquéfient sur le sol. Il y a comme un univers plastique mutant, de mutation, hein. On retrouve ces idées, ces notions de transformation et ces idées à nouveau
d'œuvres vivantes, même si celle-là est figée, puisque les pâtes sont sèches. Mais il y avait cette idée-là au départ dans le processus, dans la démarche de l'artiste. Et si vous le connaissez un peu, vous savez que chez Michel Blasi, il y a un véritable processus dans son travail. Il travaille aussi beaucoup avec ses idées de moisissure, justement. Et donc, il y a toute une étape dans le travail de Michel Blasi qui va nous rappeler cette idée de métamorphose et de procédés évolutifs, on pourrait dire, dans l'œuvre. Voilà, qui rappelle toujours et encore bah, la vie, le développement de la vie, le point d'acmé à un moment donné, et puis ensuite quelque chose qui est plutôt dans une descendance, hein, après avoir été dans une ascendance, et puis la mort, pour le dire clairement, et la disparition. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre au XXe siècle et qui finalement est assez et qui est propre à la matérialité, au travail sur la matière, hein. C'est-à-dire que le fait finalement d'avoir de s'être concentré au-delà du sujet. Alors, même chose, hein, vous pourriez m'arrêter parce que c'est vrai que voilà, je garde cet axe de travail sur l'œuvre vivante, mais il y a quelque chose de l'ordre du monstre, hein, je l'ai dit très rapidement, mais dans cette sculpture, on pourrait imaginer de façon figurative quelque chose qui serait de l'ordre de la dimension mythologique, avec ce monstre de pâte qui finalement serait peut-être un clin d'œil à notre société de consommation, hein. Enfin, vous imaginez bien que je ne peux pas donner toutes les notions en si peu de temps sur une seule et même œuvre, ou alors il faudrait que je reste sur l'œuvre pendant 15 ou 20 minutes, ce qu'on pourrait faire, hein, et ce qu'on fera, je pense, dans l'année à un moment ou à un autre. Mais oui, il y a cette dimension-là aussi, pas seulement de l'œuvre vivante, mais de quelque chose qui serait de l'ordre. Voilà, le matériau n'est pas là pour rien. C'est-à-dire, ces pâtes de soja ont une signification dans l'œuvre de Michel Blasi, sur lequel on pourrait s'arrêter, en effet, hein. Ce n'est pas choisi au hasard, ce n'est pas un accident, le fait que l'artiste ait choisi des pâtes. Donc c'est quelque chose voilà, sur lequel on pourrait se pencher sur un autre questionnement. Le sujet de l'œuvre peut-il être la matière elle-même? Oui, je crois qu'on l'a vu. On l'a vu chez Rauschenberg. Oui, le sujet de l'œuvre peut être la matière elle-même. On n'a plus du tout de sujet. Et ce qui nous intéresse, c'est la matière qui évolue, la matière qui se développe, la matière qui, à travers sa métamorphose, son processus de création, va montrer une dimension esthétique évolutive. Autre travail sur un autre support de la peinture sur des bâches de Claude Viala, qui était dans le cadre de Support Surface, des artistes qui avaient fait des grandes expositions au Carré d'artistes à Nîmes, dans le sud de la France. On est fin du XXe siècle. Là, on est aussi un peu dans la démarche de Hans Hartung, avec ses idées de transcender le geste, la posture du corps. On est vraiment dans l'obsession de la répétition à travers un même outil, à travers un même geste, avec cette idée de l'autonomie de l'œuvre d'art. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir appréhender. C'est l'autonomie de l'œuvre d'art, l'autoréférenciation, on appelle ça aussi, c'est-à-dire je n'ai plus de sujet. L'œuvre d'art est autonome. Elle n'a plus besoin de référent pour exister, pour se référencer. Le geste suffit, le pigment suffit, ou le matériau suffit. C'est une notion qui est vraiment importante en art plastique, cette notion d'autonomie de l'œuvre d'art. De motifs, vous voyez, dans ces de motifs qui se répètent, qu'on retrouve avec ces rectangles pleins, irréguliers et inclinés. Ces éléments qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, qui créent une espèce de redondance.
sur des bâches qui sont récupérées. Mais aussi, ils ont fait ça sur des supports de tentes, des bâches de tentes, de parapluies. Et simplement, les contours ensuite sont détourés d'une ligne noire qui crée une rythmique, qui crée des contrastes. Roy ou David, ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez dans ces œuvres qu'on vient de voir, hein? Vous avez envie peut-être de compléter? Moi, je trouve ça très intéressant, Bon, l'œuvre sur la moisissure. Ah oui, pourquoi? Je la remets, tiens. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Pour, Parce que pour... ça montre un peu la relation de l'éphémère, du vivant Ouais, dans l'art. ouais. Oui, puis il y a quelque chose qu'on va retrouver chez Cindy Sherman, qu'on avait vu aussi. Il y a quelque chose aussi qui me semble intéressant dans cette idée, hein, de finalement de tenter de rendre beau ce qui, au départ, ce qu'on a tendance à nous dire, c'est pas beau. On a tendance à entendre finalement que des choses ne seraient pas belles ou ne seraient pas agréables à regarder, telles que la moisissure. Et finalement, quand on les expose, quand on en fait un processus créatif, bon, on s'aperçoit que même la moisissure, ça peut être beau, ça peut avoir une dimension esthétique. C'est-à-dire que même le sale, en tout cas ce qu'on nous fait croire qui est sale, depuis qu'on est tout petit, bah, finalement n'est pas si sale et ça a une véritable dimension esthétique. Euh, ce- Peut-être, oui, à travers une démarche créative, à travers une dimension philosophique qui est cette idée d'éphémère que la vie passe et que rien ne dure. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Alors, David, je crois que je t'ai coupé. Dis-moi ce que tu voulais dire. moi, l'œuvre qui m'a plus intéressé, c'est celui qui est plus avec la pâte. Ça Les me pattes? rappelle plus, oui, ça me rappelle plusieurs euh, histoires plus sur la mythologie. On dirait l'arbre de vie, un truc pareil dans la Ah ouais, mythologie. ah bah ça c'est C'est bien. un Ah, peu intéressant. ouais. Eh ben écoute, moi j'ai pas pensé à l'arbre de vie, mais tu as raison. Et tu as complètement raison. Parce qu'en plus c'est rigolo parce que on a parlé de l'arbre de vie parce que moi qui ai des origines bretonnes, on est en train de faire une conférence sur les nœuds et sur le tissage. On la fera ensemble, hein. Et donc, dans les motifs celtiques, mais on retrouve ça aussi en Inde. On doit retrouver ça certainement donc dans l'Ayurveda en Inde. Donc, on doit retrouver ça aussi en Afrique et dans différents pays. Et c'est vrai que chez les Bretons, dans l'art celtique, on a l'arbre de vie aussi. Donc, où les racines rejoignent le ciel, c'est-à-dire la terre rejoint le ciel. Et c'est vrai, quand on regarde cette œuvre de Michel Blasi, il y a cette idée en effet d'arbre de vie. Et je trouve ça intéressant finalement de représenter l'arbre de vie en effet avec des pattes. Oui, c'est un peu ce qui m'a plus, Euh, att- ouais, bah, c'est pas genre, qui mal. a attiré mon attention. C'est pas mal parce que, bon, voyez, c'est ça qui est intéressant aussi. On n'a parfois pas le temps, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que le replay, bon, je le fais parce que j'ai plein d'élèves qui ne peuvent pas, mais c'est intéressant quand on est ensemble parce que finalement, vous allez avoir une sensibilité qui va être différente, vous allez avoir une vision différente des œuvres et vous allez ajouter des choses avec votre propre vision, votre propre sensibilité. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que évidemment, ça complète, ça complète ce qu'on regarde. On va en voir une autre, Michel Blasi, une œuvre de Michel Blasi, David. Et Rauschenberg, je ne sais pas, Michel Blasi, oui. Voilà, Roy, je pense que tu seras d'accord avec moi. On est un peu dans ce même esprit hein, chez Miguel Barceló, hein. Un petit peu de Rauschenberg. Ce sont pas les mêmes matériaux. D'ailleurs, l'œuvre s'appelle La Terre vivante. C'est un dessin. Mais on a presque l'impression que c'est fait avec de l'argile blanche. Il y a des creux. Il y a vraiment quelque chose. En effet, on a l'impression que ces creux, ces trous vont s'agrandir. On a vraiment l'impression que ça va se développer. Il y a comme une idée d'infiniment petit dans cette œuvre qui rappellerait en effet des moisissures, des éléments comme ça naturels qui sont dans un processus de modification. Vous voyez, il y a une silhouette là qui est à peine esquissée, qui rappelle un poisson. On pourrait aussi imaginer des peintures rupestres, hein. Bon, c'est un artiste du XXe siècle qui est encore vivant.
qui travaille beaucoup avec ce type de matériaux, avec l'argile. Il utilise même, souvent dans ses œuvres, il utilise de l'eau de Javel pour justement oxyder, éroder. Il utilise vraiment plein de matériaux différents. Ça peut être des matériaux naturels, mais aussi des matériaux toxiques. Donc, c'est quelqu'un qui expérimente énormément. C'est une œuvre vivante, hein, comme il l'indique, la Terre vivante. Il y a quelque chose de, même si elle est en 2D, même si finalement, réellement, dans la réalité, elle ne bouge pas, elle ne se transforme pas, on a ce sentiment, et c'est ça qui est magique, qu'elle se transforme, qu'elle va continuer son processus de création et qu'elle va continuer finalement sa vie. Donc c'est intéressant. Les caractéristiques physiques sensibles de la matière et des matériaux. Eh bien, dans les qualificatifs ou dans les caractéristiques adjectives, allez, pour être précise, on pourrait parler de ductile. Ductile, c'est dur, c'est résistant, mais c'est souple aussi. C'est ce qu'on appelle ductile. Hein, ça a une certaine souplesse, mais c'est extrêmement résistant. C'est un peu comme le roseau, ça ne peut pas casser, ductile. Hein. C'est très résistant, mais c'est souple. Donc souple, ça vous connaissez le terme. Élastique, également opaque, transparent, fluide, épais, dense, pesant quand ça a du poids, fragile. Donc ça, ce sont les éléments des verbes qui sont intéressants à appréhender, à connaître pour pouvoir analyser une œuvre et puis surtout la décrire. Hein. Plus vous allez utiliser des adjectifs, pardon, et plus vous allez être précis, vous allez pouvoir même, pourquoi pas, en inventer, sur utiliser des néologismes, vos propres adjectifs. On fait souvent ça dans le cadre de l'université, inventer des néologismes pour pouvoir mieux décrire des œuvres d'art. Quel dialogue l'artiste instaure-t-il entre la matière et le sujet et où le motif représenté? Œuvre également d'un artiste, grand artiste qui aimait bien utiliser la matière, Jean Dubuffet, qui a fait le portrait d'un autre artiste qui s'appelle Michel Tapiès, avec du gravier, du sable, de la filasse. Bon, on est une œuvre figurative, hein, mais qui tend à la non-figuration, avec ce portrait plus qu'étrange. Mais ce qui est intéressant, c'est pas la représentation, en fait, c'est plutôt les matériaux qu'il utilise avec ce support qui est fait de traces, avec le fond et la forme finalement qui ont tendance à pas se confondre puisqu'on a quelques nuances dans les couleurs, mais il y a une fusion dans les effets de matière, dans les empattements. Hein, il y a quelque chose de prépondérant dans la matière picturale, avec une tête surdimensionnée, comme le ferait un enfant, comme dans un dessin d'enfant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ces matériaux qui sont inhabituels, qui sont non académiques, on pourrait dire, ou non traditionnels, comme le sable, le gravier, mais utiliser aussi du goudron, de l'asphalte. On est dans une élaboration, dans un processus du geste, pas seulement du matériau, puisqu'il y a quelque chose comme du grattage, des incisions, des empreintes, et l'émotion à travers cette matérialité se fait ressentir à travers l'engagement du corps de l'artiste dans la puissance du geste et du traitement de la matière. Et c'est tout le propos, en fait, de ce chapitre sur la matière, c'est que le fait finalement de s'éloigner du référent, de s'écarter du sujet pour l'oublier, pour l'effacer, pour le faire disparaître, finalement, ça va nous engager, nous, physiquement, artistes, dans notre corps. Il va y avoir un véritable engagement. On le voit hein, clairement chez Ousmane Sow, quand on voit ses œuvres, il y a un engagement physique. Vous imaginez quand on fait des œuvres comme ça qui sont extrêmement grandes, avec des matériaux qui sont divers et variés.
On va intervenir avec nos mains, avec notre corps pour pouvoir les modeler des pieds à la tête, les structurer, les former. Ça va prendre énormément de temps et donc il y a un engagement physique du corps de l'artiste et ça c'est quelque chose qui va être propre justement à cette dimension de la matière. Cet engagement de l'artiste dans son corps. Après, on pourrait extrapoler, il n'y a pas que son corps qui s'engage, évidemment, vous imaginez bien, il y a toute une dimension psychique qui s'engage évidemment, mais en tout cas le fait d'être debout, d'être dans une posture physique forte, engagée, hein, il n'y a pas d'autre mot, bah ça exacerbe l'œuvre et ça nous fait nous ressentir aussi à nous spectateurs cet engagement physique. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir dans le processus de l'encensement du matériau pour, que voilà, il y a cette idée, ce dialogue entre l'engagement physique de l'artiste pour nous faire ressentir, nous, dans notre corps, justement, dans notre chair, hein, je pourrais dire, même cet engagement à travers l'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans cette idée de matière et de matérialité. Je continue avec toujours Jean Dubuffet. Vous voyez, on est toujours dans la matière, hein. Vénus du trottoir, ça s'appelle. Donc on voit le côté goudronné dans le fond. On voit, c'est comme un bas-relief, hein. On voit les incisions, on voit les marques, on voit les trous. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on la voit à travers un écran. C'est toujours un problème. Si vous voyez cette œuvre en vrai, moi j'ai eu l'occasion du Buffet d'en voir quelques-unes. Évidemment, on n'a pas du tout le même ressenti. C'est toujours un problème hein, de voir une œuvre sur un livre ou de voir une œuvre derrière un écran. On a de toute façon la chance de les connaître à travers un écran. On peut quand même être content de ça. Mais c'est vrai que des œuvres qui sont faites de matière, hein, les voir derrière un écran qui est fait de verre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que, en effet, quand on va les voir en vrai, on va avoir vraiment cette matérialité, on va voir ces trous dans le support, on va voir ces fissures, ces coupures, ces éléments en relief, ces traces. Ces marques, on va voir presque les doigts, les empreintes même de l'artiste. Hein, on va pouvoir l'imaginer dans cet engagement à travers son geste, à travers ses doigts. Donc évidemment, ça nous donne une sensibilité complètement différente et une appréhension complètement différente et beaucoup plus dans l'émotion. Il y a une dimension émotionnelle quand on voit ces œuvres, quand on voit la matérialité de ces œuvres, qui est très importante et qu'on a certainement un peu plus de mal à ressentir quand on les voit derrière un écran. Bon, voilà, il faut tenter d'extrapoler ça et tenter d'imaginer en effet ces effets de matière et d'imaginer qu'à travers justement le plâtre, le goudron, l'argile, le gravier, le sable, il y a quelque chose de poreux, il y a quelque chose dans la surface, quelque chose qu'on a envie de toucher qui va qui n'est pas lisse, qui est rugueux, qui va nous émouvoir forcément, qui va nous créer des sensations peut-être de rejet ou peut-être d'attraction. Enfin, tout ça, ça va générer un dialogue entre l'œuvre, donc l'artiste, et nous, le spectateur. Le référent, hein, le sujet, j'en ai parlé, disparaît de l'œuvre d'art et donne à voir uniquement la matière pour ce qu'elle est. Il y a un peu de redondance dans la question parce que j'ai posé la question tout à l'heure de façon différente, mais ça revient au même. Oui, un grand oui. Alors, on éteint. Alors, César, vous voyez, même chose, hein, qui est complètement dans la matérialité, qui utilisait, je vais essayer de l'arrêter au moment qu'il utilisait et ces compressions, on appelle ça comme ça, oui, alors ça, c'est le pouce de César, mais c'est vraiment un artiste de la matière, hein. Il a commencé à sculpter au milieu du XXe en utilisant de la ferraille. Là, on le voit dans son atelier, ferraille comme matériau artistique. Il était extrêmement avant-gardiste, hein,
Tout a commencé, il dit, en ramassant une compression chez un ferrailleur. Et il a, sublimé, on pourrait dire, la ferraille en la pressant et en dialoguant avec elle. Alors, on voit le César du fameux prix qu'on retrouve au cinéma chaque année dans le cadre de la cinématographie, qui évidemment rend hommage à ce grand artiste. Euh, et voilà, mettre de la matière, une matière différente finalement, peut-être certainement du Buffet et de Barcelot, mais une matière qui a aussi un enjeu, une dimension émotionnelle très importante dans la récupération. Il utilisait beaucoup de clous, par exemple des vis, notamment dans ces animaux qu'il représentait. Vous voyez, là on voit la ferraille qui est collée, qui est juxtaposée. Vous voyez, ces animaux qui sont assemblés, puisqu'on parle d'assemblage dans ces cas-là. Et puis là, c'est la période de ces compressions où il va compresser des véhicules entiers pour en faire donc des sculptures. Euh, il a eu une période donc figurative avec ces animaux qu'il représentait avec tous ces éléments récupérés et assemblés et collés et assemblés. Je vais essayer de vous montrer parce que moi, il y a une chauve-souris que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on la voit là? Là, ce sont les compressions. Alors moi, dont je suis moins sensible, mais bon, chacun à sa propre sensibilité. Je regarde si... Bon, bah, je vous la montrerai peut-être la prochaine fois. Donc, il a fait vraiment des animaux qui sont extraordinaires. Bon, là, on voit, voyez, voilà. Là, on voit pas la chauve-souris, mais on voit bien ce requin, vous voyez, en matériaux de récupération, en ferraille, donc avec quelque chose qui est de l'ordre du figuratif, avec ce langage de la matière, mais avec aussi cette idée d'œuvres vivantes, en tout cas d'œuvres faites avec des éléments qui sont récupérés, des éléments du quotidien, bon, au milieu du XXe, qui était un langage finalement plastique qui commençait à être exploité par certains artistes. Et puis ensuite, voilà une autruche et puis, il est allé ensuite dans quelque chose qui était plutôt l'abstraction. Alors, c'est vrai que plastiquement, il y a quelque chose qui est intéressant dans ces compressions, euh, outre le processus, hein, parce que la démarche de travail est intéressante, c'est-à-dire ce véhicule qui est aplati dans des presses pour en faire une sculpture qui devient finalement ce véhicule qui devient finalement une chose beaucoup plus petite et qui n'a plus d'utilité, qui n'a plus de fonction, qui devient déplacer le statut de véhicule utilitaire à un statut d'un objet qui est devenu un objet complètement artistique. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et puis, dans... euh, dans cette forme élémentaire de ces compressions, donc qui sont, voilà, alors hop, est-ce que, oui, c'est arrêté, qui sont un parallépipède, mais avec des reliefs, avec des couleurs, avec vraiment une dimension esthétique vraiment intéressante, vous voyez, avec des éléments qui ressortent. Il y a le phénomène évidemment du hasard, de l'accident, puisque quand elle est pressée, finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la magie quand ça va ressortir. Il y a aussi une idée d'éclatement du matériau, euh, de déchirure du métal, hein, de ce matériau finalement qui, euh, qui est déchiré, qui est éclaté et qui va finalement en faire une forme simplifiée, on pourrait dire, à travers une démarche, à travers un processus. Euh, Vous avez peut-être un commentaire là sur les œuvres de César ou autres? Je vous laisse parler un petit peu parce que c'est bien quand je vous écoute. Comme ça me prouve aussi que vous n'êtes pas endormi. Concernant l'œuvre en question, les œuvres, Oui, c'est plutôt intéressant faire des œuvres avec de la ferraille et autre chose. ouais, C'est aussi un domaine où je pense pas trop m'intégrer, mais au moins avoir une connaissance sur ça. C'est d'accord, vraiment ok, intéressant. ok, super.
Oui, oui, c'est un véritable, c'est un langage plastique. Et à travers ce langage plastique, il y a un matériau qui est utilisé, un matériau de récupération, et puis on va tenter. Il a vraiment créé une démarche qui est une démarche propre à César, hein, et qui, d'ailleurs, voilà, quand on invente une démarche finalement comme celle-là. Bon, on ne peut pas faire la même chose, c'est-à-dire que c'est propre à César, c'est lui qui a fait ses compressions et ça restera à César. Donc nous, bah, il faut on peut utiliser de la ferraille de façon différente, mais c'est vrai que euh, avec une démarche différente finalement, les poisser de façon différente. Mais oui, c'est exactement ça, David. Même si on ne va pas l'exploiter, nous, ce langage plastique, c'est intéressant de connaître en effet que ça, voilà, César, c'est un grand artiste du XXe siècle et c'est intéressant de connaître son travail. Roy, tu voulais dire? Non, ça va, ça va. Ok. Alors, C'était clair. d'accord. Alors, deux stèles, donc rien à voir, mais toujours dans cette idée de matière, rien à voir parce qu'on n'est pas, on est dans une œuvre, une peinture. Il y a une très belle exposition. J'espère pouvoir la voir parce que c'est pas si simple de voir ces œuvres en ce moment dans la capitale. Donc, j'espère pouvoir un jour y aller pour pouvoir les voir jusqu'en avril, je crois. Nicolas de Stel, ben, grand artiste aussi, qui va s'attacher à la matière, même s'il est entre eux, vous voyez, c'est ce qui est intéressant entre la figuration et l'abstraction, c'est-à-dire que on voit cette scène qu'il a appelée le concert, qui est immense. Hein, alors pour l'anecdote, c'est sa dernière œuvre, puisque malheureusement, il mettra fin à ses jours après cette œuvre à cause d'une histoire d'amour. Euh, et elle est vraiment très belle, cette œuvre, je trouve. Donc, on a ce piano à queue qui est à gauche, on a ce violoncelle qui est à droite, qui est un peu disproportionné par rapport au piano. Et puis au milieu, il y a quelque chose d'abstrait, il y a des éléments très énigmatiques, on pourrait dire. Et puis, il y a ce fond d'un rouge extraordinaire. C'est une toile du milieu des années 42, 43. J'ai pas mis la date, mais des années 40, 1940. Et il y a vraiment cette matière voilà, qui se détache presque, qui se liquéfie pour tendre à l'abstraction. Il y a une espèce ça rappellerait peut-être je dirais un empattement ou un enduit, quelque chose de dense, de gras comme ça qui, euh, qui se décompose. On a le sentiment aussi que ça serait une peinture inachevée peut-être. Mais hein, il y a cette idée-là d'inachèvement qui pourrait être intéressante justement à appréhender dans une dimension peut-être philosophique. C'est quelque chose que les artistes ont travaillé. Hein. Auguste Rodin, par exemple, a beaucoup travaillé dans cette idée de non finito, comme on l'appelait. D'ailleurs en s'inspirant de Michel-Ange, un grand artiste de la Renaissance, mais cette idée qu'à un moment donné, l'œuvre, finalement, on peut l'arrêter là et qu'elle va donner cette idée, cette sensation d'inachèvement, mais non accidentelle, évidemment, voulue par l'artiste, pour nous, spectateurs, nous donner cette dimension sensible de quelque chose qui ne s'arrête pas peut-être, qui ne se terminera jamais, ou que le spectateur lui-même va continuer avec sa propre sensibilité, avec sa propre vision. Donc il y a quelque chose qui est intéressant dans cette œuvre, outre la dimension chromatique hein, qui est vraiment sublime dans cette palette lumineuse, où la lumière, cette lumière blanche centrale nous donne une sensation de puissance, de chaleur, vraiment, oui, mystérieuse, on pourrait dire. On sent la patule hein, dans le geste, le gros pinceau, la brosse, la matière épaisse dans ce geste à l'intérieur. En tout cas, ce qui semble intéressant dans cette œuvre, c'est que, bon, il était dans un état psychique très, très fragile. Et puis,
voilà, il se passe quelque chose. Le titre est finalement assez convaincant, hein. Le concert, ça a trait à la musique. Euh, c'est quelqu'un voilà, qui représentait des paysages finalement en tendant à l'abstraction, hein. Et là, avec ces éléments comme ça un peu géométrisés, et cette œuvre, elle est très mystérieuse. Elle est très mystérieuse parce qu'entre ces deux instruments de musique, quelque chose se trame. Ça rappelle d'ailleurs, hein, la trame, sans faire de vilain jeu de mots. Et, dans une déliquescence, je pourrais dire, de la matière. On le voit au niveau du piano, il y a quelque chose de l'ordre de la matière qui se dématérialise, on dirait presque, et qui certainement fait écho à un être fragile, fragile. Peut-être en train justement voilà, de changer de réalité et d'être dans une démarche peut-être initiatique, en tout cas d'être dans une démarche qui s'échappe de la réalité ou de cette réalité-là dans laquelle il était. Très belle œuvre, hein, 3,50 m sur 6 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez la taille de cette œuvre. 6 mètres sur 3,5 m, c'est gigantesque. Ça rejoint, ça pourrait faire écho à ce que Roy disait sur. Ça pourrait être un monument d'ailleurs, hein. On pourrait la qualifier de monument, même si elle n'est pas in situ, même si elle n'est pas en extérieur, parce que monument par son gigantisme. Et voilà, j'ai pas eu la chance de la voir. Je rêve de la voir parce que je pense qu'on rentre à l'intérieur de cette œuvre. Puisque cet espace qui est là à l'intérieur, cet espace mystérieux, il est immensément grand, hein. Si vous coupez en deux, on est à 3 mètres. 3 mètres de chaque côté. On a quasiment 2 mètres de ce fond mystérieux, lumineux, blanc, fait de spatules. euh, de cette matérialité qui s'échappe, qui devient immatière, hein, immatérielle. Je pense que ça doit être quelque chose, une expérience sensible vraiment intéressante. Euh, on va regarder cette œuvre de Claude Monet, toujours dans cette même idée pour terminer, hein. Il est 19h39, on s'arrêtera. De toute façon, je vous poserai des questions puisque je vous ai tous les deux en lien avec ces œuvres lors de notre prochaine séance la semaine prochaine. Je pense que je vous montrerai d'autres œuvres en lien avec, et certainement en référence pour Roy avec le bac. Et, et pour David, en lien avec justement peut-être plus des écoles d'art en post-bac. Donc Claude Monet aussi, hein, qui ne peut pas nous échapper dans son traitement de la matière, œuvre figurative, les nymphéas, extrêmement connue, mais on s'en lasse pas, hein, début du XXe siècle. Le format également assez grand, hein, 150 cm, 1,50 m sur 197. On est vraiment dans une matérialité de la peinture avec une matière physique qui est visible à la surface de la toile. Quand on regarde la toile, évidemment, là, on regarde un écran encore. Oui, je le précise et je le déplore, mais c'est ainsi. Il y a, et c'est intéressant aussi, hein, c'est tout le propos finalement de cette et de ce développement de ces 3 chapitres. Vous voyez, on est toujours dans cette idée de figuration, de non-figuration et de tendance à l'abstraction à travers la matérialité. On s'échappe du sujet de plus en plus pour ne s'intéresser qu'à la matière. On le voit nettement, hein, dans cette œuvre, on l'a vu dans les œuvres, dans quelques œuvres précédentes. On a toujours cette expression, cette représentation des nénuphars, hein, donc des nymphéas en latin, mais de moins en moins précis finalement. Il y a quelque chose qui se simplifie, qui se géométrise et qui devient presque flou avec justement ce travail avec la lumière, hein, en extérieur, puisque vous savez que Claude Monet travaillait dans son jardin et regardait son petit plan d'eau avec ses nénuphars sur le plan d'eau, et il allait passer ses journées, toutes saisons, avec son chevalet. Et donc, c'est vrai que les lumières interféraient
différemment le matin, le midi et le soir, et différemment l'hiver, le printemps ou l'été. Et donc, voilà, il y a évidemment cette expérimentation de la lumière sur les éléments naturels qui va faire vibrer les éléments naturels, qui va modifier la représentation de ces éléments naturels. Mais évidemment, il y a aussi ces effets de la matérialité à travers la peinture de Claude Monet, qui révèle finalement un sujet qui serait un sujet véritable, c'est-à-dire la transposition picturale des variations de la lumière. Moi, il me semblerait que c'est finalement, ce serait plus la réalité, on regardait des nénuphars dans la réalité qu'une photographie qui photographie les nénuphars, puisque ça bouge sur l'eau, puisque la lumière est changeante et qu'elle fait vibrer ces éléments et qu'elle va transformer, métamorphoser ces nénuphars au fur et à mesure de la journée ou de l'année, et que rien n'est immobile dans la nature. Tout est mobile, tout est mouvement, tout se transforme. Rien n'est pérenne. Tout est amené dans un processus de vie et de développement est amené à s'effacer, à disparaître. Et il me semble que c'est ce qui est intéressant dans ce travail de la matière, cette idée en effet d'aller sur quelque chose qui est euh, finalement plus propre à notre réalité, à notre façon, à notre monde à nous, qui est peut-être plus figé sur une photographie. Et David sait que j'aime beaucoup les photographies, parce que j'en montre pas mal. Elles ont aussi leur intérêt, mais c'est vrai que dans ces œuvres, il y a quelque chose de l'ordre de la vie, tel qu'on l'a subi dans ce processus, en effet, de développement, de vieillissement et de disparition. Voilà, je veux pas aller beaucoup plus loin. Ah, si, je vais montrer pour David, quand même. Je vais montrer pour David cette dernière de Michel Blasi. Allez, je vous retiens encore un petit peu. Parce que, voilà, dans la matière, il y en a d'autres, hein, mais on va pas tout faire aujourd'hui. Michel Blasi, c'est intéressant parce que là, c'est un mur de poils de carotte. Et voyez, bon, si on ne le savait pas, on ne saurait pas exactement. Ça pourrait être une peinture, hein, clairement, on pourrait dire, tiens, c'est une peinture. Il y a une véritable matérialité, ça vibre. On sent aussi, comme dans Barcelot tout à l'heure, hein, celle que je vous ai montrée, que ça pourrait, alors que Barcelot, hop, qui est là, c'est un dessin, donc ça ne va pas bouger, mais on a l'impression que c'est mouvant, que ça va bouger, que ça va se développer, qu'il y a quelque chose qui n'est pas immobile dans ce dessin. Et finalement, dans celui-là, on pourrait le mettre en écho, hein, eh ben, oui, ça bouge. Vraiment, réellement, sa vie, c'est une œuvre vivante, puisqu'elle est faite de purée de carottes et de purée de pommes de terre avec de l'eau. Il y a un process que Michel Blasi met en place, qu'il donne même au musée. Donc, il leur donne la recette. Et puis, c'est les agents du musée qui vont mettre en œuvre le processus. Lui n'est pas là. Et puis ensuite, l'œuvre va vivre. Donc, on peint la purée de carottes. Alors, on étale, hein, c'est plus juste. On étale la purée de carottes sur le. J'essaie de mettre la caméra sur le mur. On étale la purée de carottes sur le mur, un grand mur selon la place au musée. Puis ensuite, on laisse vivre cette purée de patates et de carottes. Et puis, ça va moisir puisque c'est le processus naturel. C'est la moisissure, le craquellement, les fissures, ça sèche, ça fissure, ça se craquelle, ça vieillit en fait, hein, comme tout être vivant, hein, c'est comme ça, ça fait partie des conditions de la vie. Et puis, ça finit par tomber au sol, ça fait partie de l'œuvre, donc ça finit par disparaître, par faire de la poussière et puis par s'effacer. Donc, on est dans une vraie dimension philosophique à travers ces phénomènes de matériaux, à travers cette matérialité, l'utilisation de cette matière et cet axe que j'ai voulu donner plus particulièrement aujourd'hui sur l'œuvre vivante et sur le développement, la métamorphose pour aller vers quelque chose qui s'appelle l'effacement et la disparition.
1h20, c'est pas mal. J'essaye de faire plus court, hein, pour justement pas avoir trop d'œuvres et peut-être s'installer plus parce que je pense que c'est trop long quand on est sur 1h30 et 2 heures, beaucoup, beaucoup trop, ce que je faisais l'année dernière. Des questions? Non, ça va, merci. Ça va? Alors, on terminera par des questionnements à retenir et à mettre en exergue avec vos productions et avec d'autres œuvres. L'art, alors ce sont des questions, mais l'art peut abolir les frontières entre l'humain et la nature, hein. C'est des éléments de réponse qu'on a commencé à avoir aujourd'hui, mais ça vous donne des idées de questionnement et de problématiques. Peut-on dialoguer avec le vivant par l'art? Eh ben, on a vu évidemment que oui, on peut dialoguer avec le vivant en utilisant des matériaux qui sont par exemple des végétaux pour dialoguer avec le vivant, mais aussi en utilisant un processus qui va nous permettre de dialoguer avec le vivant et de montrer ce vivant dans son développement et dans sa métamorphose. Voir également comment ces artistes, on l'a vu un petit peu avec différents artistes, collaborent avec le vivant, Michel Blasi par exemple, ou Rauschenberg, avec ses idées d'œuvres qui moisissent. Quand la forme de l'œuvre d'art est laissée au vivant et à la matière, quand l'artiste renonce à la forme future de son œuvre d'art, bah, c'est exactement le processus de Michel Blasi. On est dans un processus et puis on laisse l'œuvre bah, finalement vivre comme elle a envie. Donc, on laisse finalement le hasard interférer. Il y a quelque chose de l'ordre oui, du hasard, on l'appelle comme ça, et qui va donner à l'œuvre toute sa puissance. L'art dialogue-t-il toujours avec son environnement? Alors, pas toujours, mais les œuvres in situ, oui, en effet. Et quand l'œuvre d'art dialogue avec son environnement, évidemment, il faut le mettre en questionnement et puis faire en sorte de répondre à ce questionnement, c'est-à-dire comment cette œuvre d'art dialogue avec son environnement et qu'est-ce que ça apporte, surtout le fait qu'elle dialogue avec son environnement. Quand elle est in situ, comme le serpent d'océan, par exemple, euh, qu'est-ce que ça apporte à l'œuvre? Je ne sais pas si Roy, tu as t'as envie de répondre à cette question euh, avec le serpent d'océan, pour finir. Qu'est-ce que ça apporte que cette œuvre soit in situ et comment elle dialogue avec son environnement? On a dit des petites choses tout à l'heure, mais peut-être on peut compléter. L'environnement joue un rôle avec la production, avec l'œuvre d'art. Ouais, et de façon plus précise. L'œuvre d'art dépend un peu de son environnement. Ouais. Là, tu parles du serpent d'océan essentiellement ou tu parles de d'autres œuvres? Le serpent de science. Ok, d'accord, on est d'accord. C'est vrai que bah, elle n'aurait pas du tout la même appréhension. Je ne sais pas si tu as dû en parler, hein, tu as vu la démarche et le travail. Beaucoup, beaucoup de personnes ont travaillé sur cette œuvre. Il a fallu faire le modèle. Alors, je crois que c'était en résine au départ, hein, la maquette en résine, pour ensuite mouler tous les morceaux du squelette dans l'aluminium. Donc, ça a été un travail titanesque, monumental, on pourrait dire, et dans la démarche. Donc, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Et le fait, en effet, qu'elle soit dans cet océan comme une fouille archéologique qu'on retrouverait, hein, et qui serait à à- à la, comment dire, à la vue de tous, en tout cas de tous ceux qui se promènent là de ce côté de Saint-Brévin, Saint-Brévin-les-Pins, puisque c'est là où elle est à côté de Nantes. Bah, ça génère aussi une vision qui est intéressante, puisque parfois elle se révèle énormément, puisque la marée est basse, ou parfois elle se révèle un tout petit peu, il faut attendre que la marée baisse. Donc il y a en effet quelque chose de mystérieux dans cette, euh, dans cette représentation de ce serpent de mer. Euh, qui va évoquer toute une dimension mythologique et aussi quelque chose de l'ordre du lien, du lien, du lien
voilà, entre deux cultures, entre aussi deux natures, deux environnements, ce fleuve qui rejoint l'océan, etc. Donc oui, là, clairement, cette œuvre, elle dialogue et elle vit, même plus qu'elle dialogue, elle vit avec son environnement, elle se développe avec son environnement, et son environnement, en effet, l'encense et la sublime. Voilà, des questions? Non, ça va, merci. Ça va? Alors, j'en présenterai un d'autre lors de nos séances individuelles. J'en présenterai certaines de façon à ce que vous en ayez d'autres en tête, ou alors je les présenterai sur Teams, comme celle-là qui est intéressante. D'accord? D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Ouais, à bientôt. Bah, la semaine prochaine, je vous poste un sujet là dès demain. D'accord. Bonne Pas de soirée, bon souci. courage. Au revoir. Merci, au revoir.